Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, on va se plonger dans un exercice qui fait beaucoup réagir, mais qui est absolument essentiel pour comprendre la réalité économique d'un pays comme la France. On va analyser, objectivement parlant, ce qu'impliquerait en pratique l'arrivée au pouvoir d'un programme politique radical, non pas sur le plan idéologique, mais sur le plan budgétaire, financier et macroéconomique. L'objectif de cette vidéo n'est pas, si vous voulez, de dire si tel programme est bien ou mal, ni de prendre position pour un camp ou pour un autre. On va mettre, si vous voulez, complètement de côté les débats émotionnels et politiques pour se concentrer sur les faits, les chiffres et les mécanismes économiques réels qui structurent la France pour, par exemple, 2027, voire même 2026. C'est-à-dire la dette publique, le déficit, le fonctionnement de la BCE, les marchés obligataires, les contraintes européennes et surtout la réaction logique des investisseurs suivant les décisions qui peuvent être prises. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe concrètement si demain un programme très ambitieux arrive au pouvoir? Quelles sont les conséquences budgétaires, monétaires et donc financières? Et jusqu'où un gouvernement il peut vraiment aller pour, entre guillemets, imposer ses idées avant de se heurter évidemment aux limites d'un système. Encore une fois, tout ce dont on va parler juste après n'est pas un jugement, ce n'est pas une prédiction politique non plus, c'est une analyse rigoureuse, neutre et fondée sur les données publiques, la mécanique des institutions de la zone euro et ce qui nous apprennent finalement pour déterminer la suite des événements. On va décortiquer chronologiquement parlant ce qui se passerait un mois après l'élection, un an après et jusqu'à 5 ans plus tard. Donc on va se concentrer sur le programme politique dans un premier temps du Rassemblement National, RN à l'extrême droite, ainsi que l'Union de droite. Et dans une deuxième partie, on va pouvoir justement se concentrer sur la France Insoumise, l'extrême gauche, ainsi que l'Union de gauche. Je vous propose donc de visionner deux morceaux de conférence que je vous ai coupés, l'une du 25 novembre et l'autre du 2 décembre. Bon visionnage. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet, mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graves raisons que on a Odoxa qui est un organisme de statistiques qui a pu nous délivrer ces statistiques là il y a quelques jours et qui nous explique qu'a priori justement Jordan Bardella remporterait la présidentielle si elle avait lieu justement dimanche prochain en nous évoquant finalement toutes les intentions de vote pour le premier tour. Bon, déjà ce qu'il faut vraiment pouvoir comprendre et ce qu'il faut vraiment pouvoir saisir, c'est que ce genre de sondages sont à prendre avec des pincettes, d'accord, parce que ce sont une image, ce ne sont pas un film souvent, comme on dit en économie et en finance, et que quelque part, cela ne veut pas dire que parce que quelqu'un est tout en bas et ne peut pas sauver entre guillemets l'affaire, ou quelqu'un qui est tout en haut peut forcément la sauver. Ok, c'est ce qu'on appelle finalement un sondage aussi réalisé par des organismes qui finalement prennent un certain échantillon de la population, d'accord. Si vraiment on voulait avoir entre guillemets quelque chose de très précis, ok, il faudrait justement pouvoir solliciter la totalité finalement des organismes de sondage en France, ok, et faire une moyenne de tous ces organismes de sondage. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Alors, voilà, là je vous parle non pas d'un point de vue politique, mais surtout d'un point de vue financier. Et avant de commencer, je tiens à préciser une chose hyper importante, c'est que l'analyse qu'on va pouvoir produire, que ce soit cette semaine, la semaine d'après ou encore la semaine d'après, c'est pas du tout un positionnement politique, ni un soutien, ni une critique d'un camp ou d'un autre. Le but, c'est pas de dire que tel programme est bien, tel programme est mal, ni de juger les intentions de candidats ou quoi que ce soit. Ici, on met complètement de côté les émotions, les préférences personnelles et surtout les débats idéologiques, que c'est super important. On va essayer de laisser le cerveau finalement dans sa cavité, d'accord, hein, lui laisser la place de réflexion et pas le sortir on va dire comme beaucoup le font malheureusement. Ce que je vous propose, c'est plutôt une lecture entièrement factuelle qui est fondée justement sur des données économiques, sur ce qui a été publié de la part de tous les candidats, en prenant en compte aussi toutes les contraintes budgétaires, les mécanismes réels qui structurent la France, d'accord, et sa situation actuelle. L'idée justement, ça va être d'observer des chiffres, des règles européennes, d'observer l'état actuel du pays, et à partir de ça, on va essayer de construire une analyse totalement objective, encore une fois, exactement comme le ferait par exemple un économiste ou un auditeur pseudo-public, même si on voit qu'actuellement, bon, c'est une catastrophe, hein, 15 000, il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 15 000 personnes qui s'occupent justement de déterminer la trajectoire budgétaire, ils se sont trompés de 30%, bon, on se demande quelle école ils ont fait, mais bon, c'est pas mon problème. Donc l'idée, voilà, ça va être de pouvoir travailler type une institution financière qui a des intérêts à jouer. Okay, l'objectif, il est très facile, ça va être de comprendre ce qui est réalisable, de ce qui est difficile et de ce qui ne l'est pas dans le contexte actuel. Pas pour juger, mais pour vraiment venir éclairer. Okay, donc, un mandat qui commence dans une phrase
asphyxiée. Lorsque l'Union des droits arrive au pouvoir, l'Union des droites, arrive au pouvoir en 2027, elle hérite d'un pays dont la situation financière est déjà profondément dégradée. Le déficit public dépasse déjà les 5% du PIB, la dette frôle les 3500 milliards d'euros, la charge d'intérêt augmente mécaniquement avec la remontée des taux et les marges de manœuvre budgétaires sont réduites à presque rien. Cette fragilité structurelle est aggravée par les nouvelles règles budgétaires européennes qui imposent à la France de présenter une trajectoire crédible finalement de réduction de déficit et de stabilisation de la dette. Dans ce contexte, toutes les ambitions économiques doivent finalement composer avec une réalité brutale. Avant même d'annoncer la moindre mesure, le futur gouvernement est déjà contraint à des arbitrages d'austérité. La France n'a plus la capacité de financer des réformes massives par la dette comme elle l'a pu le faire dans les années 80, dans les années 2000 ou bien même 2020 sur certains petits points. La table de jeu est inclinée dès le premier tour. Donc, toutes les sources qui ont été justement prises en compte finalement dans la réflexion que vous allez pouvoir avoir par la suite sont tout simplement les communiqués publiés par le Rassemblement National ou les Républicains, Reconquête, UDR que vous connaissez aussi, ainsi que justement les données prévues de l'Institut Montaigne, qui peuvent nous délivrer des chiffres, ainsi que l'INSEE sur certains angles. Donc forcément la réalité d'entrée de mandat, imaginons qu'on est en 2017, c'est un déficit public qui approche quasiment les 6% du PIB avant la réforme, une dette publique parmi les plus élevées de l'Union Européenne, actuellement on est les plus élevés notamment au niveau finalement du déficit par rapport au PIB, la charge d'intérêt qui est explosive, les marchés financiers qui sont nerveux, les agences de notation qui nous ont déjà totalement taillé les jambes, si je puis dire ça comme ça, et surtout des nouvelles règles européennes qui sont déjà imposées à la France, donc une obligation de réduire le déficit chaque année. Je pense qu'en vous évoquant ça, je suis quasiment certain de ne pas me tromper de ce qu'on pourra finalement avoir, notamment dans, pourquoi pas, 1 an ou 2. Donc la première chose qui est justement évoquée dans l'union des droites et donc dans le projet du Rassemblement National, c'est justement le bloc sécuritaire. La seule zone où la politique, elle peut encore agir, c'est là-dessus. Donc dans leurs idées, face à cette contrainte, le premier axe justement du programme, c'est la sécurité et ce qui est justement la priorité du gouvernement. Et l'idée justement, c'est de comprendre que c'est potentiellement le seul axe où le gouvernement peut avoir une marge de manœuvre. Les réformes de ce bloc ont un coût élevé, mais elles bénéficient d'un consensus électoral et médiatique difficilement contestable. L'idée, ça serait de construire 30 000 nouvelles places en prison, renforcer la justice, moderniser la police et augmenter le budget de la défense pour atteindre 3% du PIB. Justement qui constitue un ensemble cohérent sur le plan politique, car ces dépenses répondent finalement à des attentes fortes de l'électorat de droite. Sur le plan économique, en revanche, elles scellent le destin du quinquennat. Une fois lancée, elles mobilisent une grande partie des ressources disponibles, faute de quoi l'État ne peut plus tenir ses engagements internationaux. Ces dépenses régaliennes, parce elles sont pluriannuelles, incompréhensibles finalement et politiquement difficiles à réduire, absorbent la quasi-totalité du peu de l'espace budgétaire existant. Elle crée le premier verrou du mandat. Pour financer les autres priorités, il faudra couper ailleurs ou augmenter les impôts, ce que l'Union des droites refuse par principe. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ligne numéro 1 sur le calendrier politique, économico-politique finalement du Rassemblement National, c'est le bloc sécuritaire. Sauf que actuellement, dans les marges de manœuvre négociables vis-à-vis de l'état de la dette, ça prendrait absolument toute la première partie, si c'était la quasi-totalité de l'espace disponible. Pourquoi ? Parce que ce bloc sécuritaire, en fait, il implique concrètement 30 000 places de prison supplémentaires. Donc dans tout ça, il faut évidemment compter le coût de la construction, du fonctionnement, du personnel, qui a à peu près 8 milliards d'euros par an. Le renforcement de la justice, magistrats, greffiers, procédures évidemment accélérées, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an. Encore une fois, de la part des prévisions de ces partis et la moyenne qui a été établie par l'Institut Montaigne. La police intérieure, ses équipements, la revalorisation des salaires, le recrutement 10 milliards par an. Défense à 3% du PIB, ce qui est un saut historique, c'est entre 25 à 30 milliards d'euros par an. En gros, rien que pour le premier bloc, on est déjà à 50 milliards par an de dépenses structurelles nouvelles dans finalement ce que le programme du Rassemblement National veut pouvoir mettre en place. Bon, ça c'est la première chose. Ok, on peut ne pas juger pour le moment, juste d'un point de vue économique et équilibre au niveau de la balance des dépenses et des recettes, parce que on ne sait pas si effectivement il y a d'autres dépenses, d'autres recettes. Si là on dépense 80 milliards de plus, il y a deux solutions. Soit on coupe
de l'autre côté. Donc par exemple, on dépense 50 milliards et on coupe 50 milliards d'un autre, donc on a un équivalent à zéro, soit on coupe 50 milliards et on crée 50 milliards de plus. D'accord ? Bon, ça, c'est la première idée. Deuxième point important, c'est ce qu'on appelle finalement le choc de compétitivité. D'accord ? Ça, c'est une théorie qui est séduisante, mais la réalité, elle est plus que décevante. Okay ? L'axe économique du programme repose sur un pari, baisser les impôts de production et alléger le coût du travail pour relancer la compétitivité de l'industrie française. C'est un gros titre. Okay ? Sur le papier, cette stratégie semble logique. En pratique, elle se heurte à deux obstacles majeurs. D'abord, la France reste l'un des pays les plus fiscalisés d'Europe, et un allègement marginal n'efface pas les handicaps structurels accumulés depuis 20 ans, coût du travail élevé, faible densité industrielle, complexité normative, instabilité réglementaire, faible productivité dans certains secteurs. De plus, les expériences passées montrent que de telles baisses fiscales produisent des résultats modestes, par exemple le CICE, ok ? En gros, avec le CICE, les entreprises, elles bénéficient entre guillemets d'un crédit d'impôt d'environ 20 milliards d'euros, d'accord ? Un surplus qu'elles doivent obligatoirement investir ou créer de nouveaux emplois. Sauf que ce CICE, qui a coûté 18 milliards par an, d'accord ? Les résultats derrière ont été catastrophiques, tout du moins pas aussi élevés que ce qu'on pouvait l'attendre, et ça a été des dépenses absolument énormes, parce que ça a créé qu'une centaine de milliers d'emplois, d'accord, et surtout, ça n'a pas forcément augmenté, si vous voulez, la capacité des entreprises à créer plus de chiffre d'affaires, donc plus de récolte de TVA, et donc de recettes fiscales de la part de l'État. De ce fait, finalement, la baisse de 10 milliards d'impôts de production envisagée par l'Union des droites aura un effet potentiellement limité, elle y améliorera la marge des entreprises, soulagera une partie de la compétitivité prime, mais ne provoquera ni réindustrialisation à court terme massive, ni retournement de la productivité. La France ne gagne pas une course mondiale en ajoutant un aileron à une voiture dont le moteur reste sous-dimensionné. D'accord ? Donc vous voyez bien que ça suffit pas. D'accord ? Ça suffit pas sur pas mal de points. Donc en gros, le choc serait surtout symbolique. Baisse des impôts de production, gain insuffisant face à l'écart Allemagne et Europe de l'Est. Et en effet, il faut prendre en considération la compétitivité européenne. Pourquoi ? Parce que finalement, la production allemande sera toujours préférée et sera toujours la première dans l'Europe, et surtout, quelque part, le coût du travail dans l'Est est beaucoup moins élevé que la France. Donc aujourd'hui, la France, en fait, n'a tout simplement pas trouvé sa place entre le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'on est un peu au milieu. Donc est-ce qu'on est vraiment dans l'avantage comparatif qu'on doit exploiter ? C'est bien la question économique actuelle. Le CICE a montré la limite, 18 milliards d'euros par an, 18 milliards quand même pour seulement 100 000 emplois créés, problèmes structurels non résolus, productivité, énergie, formation, innovation, résultat, amélioration marginale, pas forcément de grosses transformations macroéconomiques en 4 ans. D'accord, c'est important de le comprendre parce que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, en 4-5 ans. Le pari nucléaire, ça aussi justement c'est un des gros titres finalement du Rassemblement national, économiquement brillant, politiquement désynchronisé. La réindustrialisation passe également par l'énergie, sur ce point l'analyse finalement est probablement la plus juste, sans électricité stable, abondante et bon marché, aucune économie moderne ne peut attirer durablement des industries électro-intensives. Ok, ça c'est un constat. En effet, si vous n'êtes pas finalement indépendant énergétiquement parlant, tout du moins que vous importez votre énergie, c'est pas du tout rentable pour une entreprise de venir s'installer en France, parce qu'elle va plutôt s'installer là où l'énergie est la plus proche. D'accord ? L'idée du Rassemblement national, c'est de créer ce qu'on appelle un plan de relance nucléaire de 150 milliards d'euros sur 20 ans, qui constitue une stratégie de long terme, évidemment, encore une fois potentiellement cohérente, capable de restaurer un avantage comparatif historique en France. Cependant, le problème est précisément dans le délai. Un EPR R2, d'accord, met plus de 10 à 15 ans entre l'annonce et la mise en service. Le quinquennat de 2027 à 2032 supportera donc les coûts, investissement, capex, études, maintenance du parc existant, mais absolument aucun bénéfice. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que vous avez commencé à le faire construire sous votre quinquennat, mais que ce sera potentiellement dans 10 ans qu'on va pouvoir commencer à seulement le mettre en place et donc en récolter les premiers bénéfices et donc la récolte des sociétés qui viendront s'implanter finalement pas très loin. Cela crée un effet de ciseau, la compétitivité énergétique ne s'améliorera pas avant 2035 ou 2037, alors même que les finances publiques doivent absorber des dépenses extrêmement lourdes dès 2027. Le gouvernement peut donc poser des fondations, mais il ne récoltera aucun effet macroéconomique favorable avant longtemps. Donc vous voyez bien déjà que sur les 2-3
premier point, c'est un peu délicat. Ok, bon, déjà le premier point est très délicat parce qu'il absorbe une grosse partie finalement du potentiel budget mettable en place. Le deuxième, c'est encore trop vague et assez flou sur pas mal de points vis-à-vis notamment juste de la baisse d'impôts ou quoi que ce soit, mais pour le moment il n'y a pas vraiment entre guillemets de grille réellement affichée. Et le troisième point est quand même assez délicat, c'est-à-dire que en fait on prévoit des grosses sommes et des gros capex d'investissement, d'études et de maintenance, mais le souci c'est que voilà, c'est vraiment pour un horizon extrêmement long terme. Le nucléaire apparaît gagnant, mais pour 2040, pas pour 2027. Donc évidemment, vous voyez, il n'y a aucun bénéfice finalement à 10 ans, aucun acteur ne démarre durant le mandat, coût immédiat mais absence d'effet rapide sur les prix industriels. Un jeu stratégique évidemment, mais totalement incompatible avec un seul calendrier politique, donc de un seul mandat. Ok, là on commence à rentrer sur une part très intéressante justement de la plupart du budget qui est proposé, le pouvoir d'achat. Ok, là c'est le point où la réalité budgétaire, elle écrase clairement la politique. C'est ici que tout se brise de A à Z quand vous êtes au courant de la macroéconomie française actuelle. Le programme d'allègement fiscal baisse finalement de TVA, baisse d'impôts sur le revenu, baisse des cotisations salariales, allègement des droits de succession est politiquement stratégique, d'accord, car évidemment il vise la classe moyenne active qui est le cœur sociologique de l'électorat. Bon, en gros, c'est quand même un sacré argument politique. Mais le coût cumulé, environ 40 milliards par an, rend le dispositif totalement intenable dans un pays qui doit déjà réduire son déficit et qui vient de s'engager à augmenter massivement ses dépenses régaliennes. Il est mathématiquement impossible de financer ce choc sans contrepartie massive ailleurs. Donc si je résume, on augmente les dépenses avec finalement la sécurité, on veut commencer à investir dans le nucléaire, on veut redonner des atouts aux entreprises, et en plus de ça, on baisse le pouvoir d'achat. Bon, il y a un moment donné, il faudrait se demander où est-ce qu'on trouve la contrebalance à tout ça. Okay. Or, cette contrepartie, pour le moment, elle n'existe pas. D'accord, elle n'existe pas du tout. Il n'y a pas de gisement d'économie miraculeux, pas de fraude cachée de dizaines de milliards, pas de marge finalement de réduction structurelle suffisante pour compenser des baisses d'impôts aussi larges. De ce fait, les mesures phares finalement du pouvoir d'achat seraient rapidement repoussées, réduites ou vidées de leur substance. Elles deviendraient finalement des promesses non tenues, non pas par reniement idéologique, mais par impossibilité comptable. D'accord ? Ici, justement, vous avez une grosse base de ce qui peut être proposé. Pourquoi le choc de pouvoir d'achat échoue immédiatement ? En fait, ils veulent baisser quand même de 20% à 5,5% sur l'électricité, les carburants, le fuel, suppression de la TVA sur un panier sans produits alimentaires, revalorisation des salaires de 10%, forcément sans augmentation patronale. D'accord ? Donc, vous voyez, ça en fait, vous augmentez les salaires, mais en fait, vous récoltez pas de sous non plus derrière. Donc, sortir du marché européen, l'électricité, ça c'est autre chose. Donc, le coût, il est estimé entre 35 à 45 milliards par an, incompatible actuellement avec l'objectif européen, d'ailleurs on est déjà au-dessus, bloc sécuritaire déjà finalement qui absorbe déjà tout l'espace financier disponible, aucun gisement d'économie réel permettant de compenser, ok. La France ne peut plus financer par la dette, la BCE et les marchés ne suivent plus. Ok, à partir du moment où tout ça est mis en place, par exemple au bout de 1 mois, les marchés commenceraient déjà à vaciller. Alors, ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est qu'en effet ici, il y a un pari très clair et justement sous-jacent sur ce qui va pouvoir concerner la courbe de Laffer. Ok, c'est très clair, c'est noté, c'est libéral, mais du libéralisme encore trop léger. Ok, en gros, on baisse tout et on part du principe que ça va restimuler la croissance. Sauf qu'actuellement, dans l'état comptable de la France, évidemment, les marchés ne laisseront pas passer une telle prise de risque parce qu'il n'y a aucun matelas de sécurité. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Évidemment, la BCE et les marchés vont dire ouloulouloulou, attends, t'es en train de faire de choses un peu trop risquées par rapport à ta possibilité de prise de risque. On va commencer à intervenir et les marchés, ce qui est le plus grave, c'est que ici, souvenez-vous, et c'est exactement ce qu'on attend maintenant depuis des mois et des mois. Hein, c'est sûr que sur l'économie traditionnelle, on est sûr de ne pas se tromper. D'accord ? C'est un peu plus différent des cryptos, ça pour le coup, c'est plus facile à prévoir. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est clairement dans un niveau qui va faire exploser ces momentum, d'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés, quand ils pardonnent pas, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vous demandent plus d'intérêt, d'accord, pour détenir votre dette, parce qu'ils estiment que le risque est plus conséquent, donc ils vous demandent plus de sous, donc on va dire une contrepartie plus conséquente pour qu'entre guillemets ils vous achètent votre dette, et donc eux clairement ils aillent chercher du rendement, ok. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, la charge d'intérêt de la dette elle augmente, donc toutes les dépenses dont on vient de parler, en fait plus là ça augmente, plus ça devient la priorité, plus le reste devient totalement annexe, d'accord ? C'est pour ça qu'actuellement la disposition des marchés, la disposition du prix, et simplement ce que le marché obligataire est en train de nous traduire, c'est clairement
en fait, potentiellement une démission du président de la République, d'accord, ou vraiment, en fait, un non-accord sur le budget, ou vraiment une prise en charge de la BCE sur certains points, où vous avez ce qu'on appelle l'outil anti-fragmentation, qui existe notamment en Europe, ok, qui justement est présent pour acheter de manière très très individuelle les obligations d'un pays sans toucher à toutes les autres obligations, ok, justement pour éviter que ça se fragmente et que l'euro vienne à vaciller et que ça foute clairement un peu la merde en Europe, ok. Donc là, ce qu'il faut saisir, c'est qu'en effet, ce niveau ici des 3,60, ouloulouloulou, il fait peur, il fait très très peur, d'accord. Donc en fait, tous les scénarios actuellement sont envisageables. Donc vous voyez que techniquement parlant, c'est pas un mauvais programme, ok, c'est juste un programme qui n'arrive pas au bon moment et qui a quand même du mal à prendre en considération la structure de base de la France. Autre chose extrêmement important, c'est que en fait, c'est un point clé du programme. Les fameuses économies magiques. C'est le moment où, dans n'importe quelle campagne, tous les candidats ils disent la même chose. On va couper les dépenses inutiles, on va lutter contre la fraude, on va réduire les aides aux entreprises, on va notamment diminuer la contribution à l'Europe. Sauf qu'en pratique, tout ça, c'est une illusion technique, une promesse qui est impossible à tenir dès qu'on regarde des chiffres dans le détail. Okay, par exemple, on entend souvent parler des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. On les présente comme des pseudo-cadeaux, comme si l'État il pouvait, entre guillemets, reprendre 50, 80 ou 100 milliards d'un coup, juste en changeant une seule ligne budgétaire. Okay, en réalité, les 211 milliards, d'accord, donc sur ces 211 milliards, il n'y a que 7 milliards qui sont des vraies subventions supprimables, sans provoquer de carnage économique. Tout le reste, ce sont des allègements de charges, soit des allègements de charges, soit des dépenses fiscales, soit des mécanismes de financement comme par exemple BPI France qui permet aux boîtes de survivre, d'investir, de recruter ou par exemple de faire tourner de l'économie. Okay, si on coupe là-dedans, on détruit littéralement des pans entiers du tissu productif, de l'industrie, de l'agriculture, des PME, des transports, des startups et j'en passe. Okay, tout ce qui fait, entre guillemets, la France sur le peu de détails qu'on peut avoir sur certains points. Même chose avec la fraude, ok. Alors oui, évidemment, il faut combattre la fraude sociale et surtout fiscale sur certains points. Ça doit être une priorité, d'accord, sur pas mal d'axes, pardon. Mais il faut vraiment réussir à rester sérieux. Même en renforçant tout, en optimisant les contrôles, ça ne ramènera jamais plus que quelques milliards par an, d'accord. On n'est pas sur des dizaines de milliards comme certains peuvent le raconter. Ici, justement, il y a la contribution française, notamment à l'Union européenne. On peut la renégocier un peu, c'est certain, mais on ne peut pas décider unilatéralement de supprimer 8 à 10 milliards sans aller au clash diplomatique, d'accord ? Surtout que c'est Bruxelles qui fixe finalement la clé de répartition. La marge est totalement minuscule, ok. Autre point qu'on ne peut pas toucher facilement, c'est les collectivités territoriales. Elles sont protégées par la Constitution, d'accord. On ne peut pas décider du jour au lendemain de leur retirer 5, 10, 15 milliards de donations. Sinon, en fait, on déclenche une crise institutionnelle majeure avec les maires, les départements, les régions, et l'État se retrouve paralysé de tous les côtés, d'accord. Donc, quand vous avez certains candidats qui disent on fera 90 milliards d'économies, il faut comprendre une chose, c'est impossible. C'est des chiffres qui ne permettent pas, ça ne pourra jamais être réduit autant, d'accord. À la fin, la seule vérité, c'est qu'il y a très peu de marge de manœuvre, et tant qu'on ne reconnaît pas cette réalité, on construit des programmes qui ne peuvent pas tenir debout. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion, d'accord, des économies magiques. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. D'accord, tout ce genre de choses ne sont pas tenables. Ok, il faut arrêter de rêver. C'est même pas envisageable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les économies structurelles possibles, en fait, elles sont très limitées. D'accord, s'il y a entre 20 à 30 milliards d'économies réalisables, c'est un maximum sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Il en faudrait 90 pour financer le programme sécuritaire plus le pouvoir d'achat. Résultat, l'équation budgétaire ne tient pas. D'accord, chose hyper importante. Le dernier verrou, et le plus infranchissable, c'est l'Europe. Même si le gouvernement souhaitait passer en force, il se retrouvait immédiatement confronté au vrai centre de pouvoir budgétaire en Europe, la Banque centrale. La BCE détient directement ou indirectement une part énorme de la dette française. Sans son soutien implicite, les taux s'envolent, la charge d'intérêt explose et la France devient un pays beaucoup plus difficile à financer. Un bras de fer serait non seulement totalement perdu, mais dangereux. Un gouvernement qui creuse son déficit contre les règles européennes pousse les marchés à exiger une prime de risque beaucoup plus conséquente, ce qui déclenche une crise de financement. La France ne peut pas imposer sa ligne directrice à Bruxelles. Sa dette, trop élevée, la rend
dépendante. C'est une perte de souveraineté globale, d'accord ? Celui qui détient la dette détient la direction du navire, faut le savoir. C'est cette réalité froide, justement, pas le débat politique qui contraindrait un gouvernement RN-LR à collaborer obligatoirement avec l'Union européenne, comme Giorgia Meloni l'a fait en Italie, malgré une rhétorique souverainiste. Le rapport de force est donc réel, la BCE est le prêteur implicite de dernier ressort, elle impose totalement les limites et les règles, les marchés sanctionnent immédiatement toute dérive, la France devient ingouvernable si les taux dépassent 5-6%, aucune marge finalement pour un moment révolutionnaire budgétaire, d'accord ? Et quand je vous dis que justement si on dépasse 3, 6 ou 4, c'est terminé, ok ? C'est clairement le fonds de le FSE européen qui rentre en compte, d'accord ? Et le plan anti-fragmentation qui est mis en place, et après, en fait, il y a une ligne directrice à suivre, et l'État n'a tout simplement pas le choix de la respecter. D'accord. Un mandat politique structurant mais économiquement immobile, l'analyse globale conduit finalement à une conclusion paradoxale mais implaçable. D'un point de vue économique, le mandat RN-LR serait très proche de celui finalement d'Emmanuel Macron ou de François Hollande, même austérité contrainte, même déficit non résorbé, même difficulté à relancer la croissance, même incapacité à transformer l'industrie ou le pouvoir d'achat, non pas par manque de volonté, mais parce que la machine budgétaire française est devenue trop lourde, trop endettée pour être réorientée rapidement. En revanche, le gouvernement pourrait agir très fortement dans les domaines à coût nul. Évidemment, dans le plan justement du Rassemblement national, ça serait potentiellement l'immigration, la justice, la sécurité, les référendums constitutionnels, la réforme de l'audiovisuel public, la restructuration du paysage médiatique. C'est là que l'impact serait potentiellement massif de leur côté. C'est là que se jouerait la véritable rupture, non pas dans l'économie, mais dans l'institutionnel, non pas dans les chiffres, mais dans le long terme politique. D'accord ? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que d'un point de vue, entre guillemets, finalement, de la justice, de la sécurité, de la défense, c'est le seul bloc qui est réellement applicable, mais il va absorber presque tout l'espace budgétaire dont, finalement, la France va pouvoir disposer. D'accord, le pouvoir d'achat, impossible à appliquer, d'accord, parce que finalement les marchés explosent et les recettes ne sont plus assez conséquentes pour soutenir la dette. Compétitivité industrie, ce sera qu'une amélioration marginale, comme on l'a vu. Vous voyez, on ne pouvait pas baisser les impôts autant que vous voulez, vous pouvez donner des aides ou des chèques, mais ça va être encore des dépenses. Enfin, vous voyez que c'est un navire trop conséquent pour le moment à faire bouger. Oui, c'est pour ceux qui ont déjà fait du bateau, sur des gros bateaux. Voilà, quand vous tournez par exemple, alors c'est pas forcément un volant sur un bateau, hein, mais vous avez compris. En fait, ça tourne pas forcément instantanément, d'accord, là c'est un peu pareil, mais c'est 1000 fois plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Là c'est le gros problème. Relation à l'Europe, rupture verbale possible, rupture budgétaire impossible, ok. Bilan économique global, mandat économiquement quasiment immobile, bilan politique potentiellement structurant vis-à-vis de leurs idées plutôt culturelles plutôt qu'autre chose, ok. Ici justement, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que ça coûte beaucoup trop cher, ok, beaucoup trop cher. On est vraiment sur des niveaux qui sont beaucoup trop élevés en réalité par rapport à ce qui est négociable actuellement. Donc vous voyez là, la baisse de TVA, ça coûtera entre 15 à 20 milliards par an. Faut pas oublier que c'est un quinquennat, d'accord, donc vous faites ça x 5. La baisse de l'IR ici, c'est entre 20 à 25 milliards par an. Ok, l'abattement sur les droits de succession entre 5 à 7 milliards par an. La baisse d'impôts de production entre 10 milliards par an, comme annoncé. Justement, augmentation des dépenses sécuritaires 50 milliards par an. Bon bref, on arrive à peu près sur une somme entre 100 à 120, si ce n'est 150 milliards, encore une fois, aussi de la part de l'Institut Montaigne, d'accord. Donc encore une fois, le problème c'est pas ce qui est énoncé, c'est comment ça peut être mis en place, d'accord. Et c'est là où on se rend compte, excusez-moi du terme, mais de la merde dans laquelle finalement le pays peut être actuellement, et finalement la difficulté de redirection budgétaire et le temps que ça va prendre sur beaucoup d'axes. D'accord, c'est très important de le comprendre et si vous voulez, la seule chose qui doit être mise en place actuellement, et dans tous les cas c'est ce dont je vous parle maintenant depuis des mois, si ce n'est quelques années pour certains, c'est des politiques budgétaires d'austérité, d'accord, qui vont adoucir, d'accord, le PIB par rapport, le déficit par rapport au PIB, qui vont permettre d'avoir des marges de manœuvre plus conséquentes sur les années qui suivront, d'accord, et de relancer potentiellement des programmes de structuration. Okay. Donc la semaine prochaine, on pourra justement évoquer et si on appliquait le programme de LFI Union Gauche pour que vous puissiez comprendre un petit peu lequel potentiellement tient un peu plus la route. Donc si on doit retenir une seule chose de toute cette analyse, c'est que le programme du futur gouvernement, quel qu'il soit, ok, notamment le RN, va se heurter à une réalité beaucoup plus forte que n'importe quelle volonté politique, c'est la réalité budgétaire. On a un pays qui part déjà avec un déficit énorme, des records des dépenses publiques parmi les plus élevés de la planète. Autrement dit, avant même de commencer le gouvernement, la marge de manœuvre, elle est presque nulle, d'accord. Il y en a pas, d'accord. C'est quasiment intouchable.
D'accord? Donc économiquement, la France, elle reste largement immobile, mais politiquement, d'après justement ce qu'on vient de voir, le pays peut changer en profondeur. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, ce que la France va vivre, c'est pas une révolution économique, mais juste peut-être une petite révolution politique, justement d'un point de vue de ce qui pouvait être exposé actuellement. On va faire suite un petit peu à la première partie qu'on a fait la semaine dernière sur tout ce qui peut concerner finalement les différents partis politiques, leurs différents programmes qui ne devraient pas beaucoup changer d'ici 2027. Ce soir, on s'attaque justement à LFI, l'Union de gauche. L'idée, c'est de comprendre un petit peu de manière méthodique, une sorte d'analyse intégrale finalement de ce qui pourrait se passer très clairement si jamais ce parti est finalement mis en place. Attention, l'exercice qui va pouvoir suivre, c'est pas une tribune, ok, c'est pas un commentaire partisan de droite ou de gauche. L'idée, c'est de pouvoir fournir un travail justement qui a été réalisé dans les mêmes conditions que celui qu'on a pu faire sur le Rassemblement national. Donc on va utiliser exactement la même méthode, on va y chercher exactement la même profondeur, la même neutralité, et surtout l'objectif il est exactement le même, c'est-à-dire de ne ni promouvoir la droite ni de promouvoir la gauche, ok, ni décrédibiliser l'un ou l'autre, mais de modéliser vraiment de manière très froide l'impact macroéconomique et budgétaire du programme qui pourrait prendre place et hypothétiquement, s'il était appliqué, qu'est-ce qui pourrait se passer. D'accord? En gros, qu'est-ce qui pourrait se passer si les filles venaient à appliquer tout ce qu'ils peuvent proposer, d'accord, dans leurs différents programmes. Bon, on est justement en 2027, la France Insoumise vient de passer, Monsieur Mélenchon est le nouveau président de la République, donc qu'est-ce qui se passe dès demain à l'Assemblée nationale? Dès sa prise de fonction, LFI déploierait des mesures considérées comme les plus urgentes en matière sociale. Le cœur du programme repose sur une idée, c'est-à-dire rehausser massivement le niveau de vie de la classe populaire et de la classe moyenne inférieure via une politique de transfert, de revalorisation et de gratuité. L'effet immédiat serait comparable à un plan de relance keynésien permanent d'une ampleur inédite dans l'histoire française contemporaine. Donc la première chose qui serait mise en place, évidemment, et ça avait été évoqué de leur part il y a déjà un moment, ça serait l'explosion finalement contrôlée potentiellement du SMIC et des salaires publics. Le SMIC passerait à 1600 € net, soit plus 12%. Les salaires des fonctionnaires augmenteraient d'environ 10%, ciblant particulièrement les métiers à dominance féminine, infirmières, enseignantes, assistantes sociales. Coût évidemment estimé entre 10 milliards, on va dire, pour tout ce qui concerne le SMIC et 30 milliards pour la revalorisation justement du service public. Cette augmentation a deux effets macroéconomiques: hausse finalement du revenu disponible, consommation plus inflation, augmentation de la masse salariale publique, déficit mécanique. Et oui, si vous proposez des super salaires finalement dans le public, tout le monde va vouloir travailler dans le public, donc vous augmentez finalement le nombre de fonctionnaires, donc vous augmentez les postes de l'État. Pareil pour tout ce qui concerne la revalorisation des salaires, par exemple le SMIC. Alors il faut savoir que quand vous, par exemple, vous payez un employé au SMIC, vous ne payez pas l'entièreté des cotisations sociales, mais malgré tout, ok, ça augmenterait les cotisations sociales pour les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand une entreprise, elle vous verse 2000 €, vous lui coûtez, par exemple, dans son compte, ok, à peu près 3500 à 4000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous versez votre salaire, elle ne va pas juste vous verser 2000 €, elle va vous verser 2000 €, mais elle va payer 2000 € de plus pour pouvoir vous verser ce salaire. D'accord, c'est très important de le comprendre. Donc ça signifie que si vous augmentez finalement les salaires, vous augmentez aussi la charge fiscale des entreprises qui, on le sait, n'est absolument pas compétitive en France. D'accord. Deuxième chose hyper importante, la garantie d'autonomie, le pivot du programme social. Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi, mais vous allez voir à quel point ça augmente les dépenses. La garantie d'autonomie instaure un revenu minimum au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1288 € net. Elle remplace la majorité des aides sociales existantes, simplifie l'accès, automatisé aussi les droits, coût annuel théorique, évidemment avec les changements comportementaux, à peu près 20 milliards d'euros. Alors les changements comportementaux, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelque part, c'est parfois plus rentable d'être au chômage que de travailler. D'accord, parce que vous avez justement l'essence que vous payez tous les mois, par exemple une voiture avec une assurance, d'accord, et plein d'autres choses qui peuvent exister. Juste vous achetez des habits pour aller travailler et être correct au travail, d'accord, ça c'est des frais. Donc par exemple, si vous êtes payé 1600 €, ok, et que vous mettez une garantie d'autonomie à quasiment 1300 €, il n'y a que 300 € d'écart. Donc si vous voulez, le comportement de la masse démographique va plutôt se tourner vers le fait de ne pas travailler dans la garantie d'autonomie, plutôt que de travailler et se casser les fesses, si je peux dire ça comme ça. C'est purement sociologique, ok. Mais ici, ce qui réside est l'un des plus gros biais des évaluations budgétaires statistiques. Si les conditions d'accès deviennent trop favorables, en effet, si c'est trop facile de ne pas travailler et de gagner de l'argent, les incitations à quitter le marché du travail peuvent modifier radicalement l'assiette et faire exploser le coût au-delà des prévisions actuelles. Donc en gros, le 20 milliards d'euros par an, là je vous l'ai pris par rapport au nombre de personnes qui, en principe, par rapport au seuil de pauvreté, devraient bénéficier de tout ça.
D'accord? Donc là, je vous ai fait un calcul par rapport à la masse actuelle de personnes qui devraient en bénéficier. Mais bon, encore une fois, ça pourrait plus que largement augmenter. Si on double, on pourrait vite atteindre 40 milliards, 50 milliards sans trop de problèmes. Autre point, garantie d'autonomie pour les jeunes, un changement finalement civilisationnel. Tous les jeunes détachés du foyer fiscal perçoivent 1063 € net par mois. Même les lycées professionnels, coût, on va dire, dépendant du périmètre, quasiment 50 milliards par an, et les jeunes en difficulté, environ 20 milliards, donc vous montez 70 milliards. Là aussi, il y a un très gros souci, je m'explique. En gros, ça signifie que un étudiant gagnera 1063 € par mois, d'accord? Ce qui signifie que, évidemment, entre guillemets, là, il ne paye pas d'impôt. Ok, c'est-à-dire que c'est des dépenses brutes, vous récoltez rien là-dessus. Évidemment, quand il va dépenser, ça va augmenter la TVA dans l'économie, etc., parce qu'il va pouvoir utiliser plus de sous. Mais ce qu'il va pouvoir comprendre, c'est que la compétitivité entre les salaires est vraiment radicalement mauvaise. Parce que si vous donnez quasiment 1100 € net par mois à un étudiant, vous donnez 1300 € à quelqu'un qui ne travaille pas et 1600 € en salaire de base, ok, qu'est-ce qui va se passer? L'étudiant ici, si vous voulez, par rapport à la non-compétitivité du SMIC, ok, il va pas travailler et quelque part il va dire ok, je fais des études, pourquoi m'embêter de travailler si je peux gagner 1300 € par mois et en plus ça rien payer dans ma vie du quotidien, d'accord? Parce que à la suite, justement, ça pousse à ne pas travailler, d'accord, tout du moins vraiment au plancher, on va dire, de la sphère professionnelle, d'accord. Donc encore une fois, ici, si par exemple vous donnez 1063 € à un étudiant et quasiment 1300 € par exemple à quelqu'un qui ne travaille pas, imaginons que l'étudiant il a un Master 5 en finance ou en économie, d'accord, ou par exemple dans tout ce que vous voulez comme autre matière, en comptabilité, ce qui va se passer c'est que juste ici, d'accord, le fait de donner un SMIC à 1600, il faudrait valoriser le diplôme de l'étudiant à quasiment 2500, 3000 € pour qu'il y ait vraiment une compétitivité entre ceux qui gagnent le SMIC, une égalité, et ceux qui ont fait des études et qui méritent d'être rémunérés de manière plus importante sur le marché du travail. Sauf que, entre guillemets, si vous ne baissez pas la charge de cotisation sociale, ça peut tout simplement pas passer. D'accord, ça va coûter trop cher aux entreprises et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être payés au SMIC, sauf que ils seront pas à la juste valeur, donc ils vont arrêter de faire des études. Ça va un appauvrissement culturel de votre société. Limite, ils vont arrêter de travailler parce que pour 1300 € c'est plus intéressant. Donc vous faites péter le chômage, d'accord? Les entreprises n'ont pas justement de salariés pour pouvoir embaucher et donc créer de la valeur. Et donc après derrière, c'est une catastrophe, d'accord? Une réforme des retraites totalement inversée, retraite à 60 ans, 40 annuités, RSA qui cotise pour la retraite. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le revenu minimal dans la société, en gros, vous ne travaillez pas, vous cotisez à égalité avec les gens qui travaillent. Alors pas avec la même importance, d'accord, mais vous cotisez alors que vous faites rien. Minimum vieillesse relevé au seuil de pauvreté. Toutes les petites retraites sont inférieures au SMIC, sont relevées à 1600 €, coût annuel, plus de 100 milliards d'euros par an, évidemment avant l'indexation sur l'inflation et les revalorisations automatiques par rapport notamment à la hausse des salaires et donc à la grille des impositions. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment le plus gros point, ça c'est plus de 100 milliards par an. Blocage des prix plus gratuité, intervention massive sur les marchés. LFI veut bloquer les prix de l'énergie, du carburant, des produits essentiels. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'essence, vous ne pourrez pas la payer plus de tant d'euros. Ok, peu importe par exemple où en est le prix du pétrole. Gratuité sur les quantités vitales d'eau, d'électricité et de gaz. Donc en gros, vous payez plus l'électricité et le gaz chez vous. Crèche gratuite, plus 500 000 places. Donc en gros, les crèches, vous pouvez mettre vos enfants quand vous êtes parents, vous les payez pas. Gratuité de l'EHPAD, encadrement généralisé des loyers. Garantie universelle des loyers, donc en gros tout ce qui va être l'évolution du marché immobilier, l'offre et la demande, ça marche plus justement pour ceux qui ont des appartements, et ça c'est une énorme catastrophe parce que imaginons que l'offre soit plus importante que la demande soit plus importante que l'offre, ok, ça va aussi conditionner le prêt et le crédit que vous allez pouvoir par exemple avoir à émettre, puis ça tombe au niveau des taux, on a eu de l'inflation, donc les taux ont augmenté, donc ça peut totalement foutre en l'air le marché de l'immobilier. Garantie universelle des loyers, construction de 200 000 logements publics par an évidemment, parce qu'un mandat c'est 4-5 ans, donc c'est 30 milliards d'euros par an, d'accord. Système de santé rénové, remboursement intégral, la santé est 100% gratuite, revalorisation des salaires à 100%, investissement hospitalier, bon évidemment plus ou moins 40 milliards par an, d'accord. Je vous ai tout mis, j'étais tout vous screen justement dans le programme. Le grand plan écologique, le plus grand plan écologique de l'histoire française, LFI prévoit 200 milliards sur le mandat, soit 40 milliards par an pour la bifurcation énergétique, l'éolien, l'innovation
entre guillemets thermique, l'infrastructure, s'ajoute 10 milliards par an pour la rénovation énergétique, 10 milliards justement pour les grands chantiers d'infrastructure, et le garantie emploi financé par les effets justement induits, coût net, zéro, évidemment leur chiffrage. Donc vous voyez bien que là, le coût un petit peu de tout ce grand chapitre, entre guillemets, vous voyez, c'est à peu près entre 300 milliards et 350 milliards par an. J'ai bien dit par an, donc ça signifie qu'on est à peu près sur 1200 milliards sur 4 ans, ce qui évidemment est énorme. Bon, pour le moment, ça paraît être quelque chose de très gratifiant. Maintenant, ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment ils vont financer tout ça, c'est-à-dire le financement. LFI face à la contrainte fiscale et aux limites de la progressivité. La philosophie de son financement repose entièrement sur les 10% les plus riches et les grandes entreprises, mais dans les faits, plusieurs mécaniques créent un problème structurel majeur. Les impôts s'annulent les uns avec les autres sur le long terme. Donc en effet, si vous gagnez par exemple ici entre 38 000 à 44 000 euros par an, c'est 35%. Si vous êtes entre 61 000 et 102 000 euros, vous êtes à 45%. Par contre, attention, si vous gagnez 411 000 euros par an, vous êtes taxé, vous ne rêvez pas, à 90%. Bon, en gros, si vous gagnez 411 000 euros par an, évidemment il y a la progressivité, vous êtes mort. D'accord, vous ne gagnez pas vraiment en dessous du coup. Ok, celle-là c'est la courbe de l'affaire qui vient se mettre en place. Si vous prenez tout, il n'y a plus rien à prendre. Ok, le cœur du financement, c'est taxer le capital. Et si justement ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, vient d'introduire la taxe Zuckman. On a bien travaillé ce sujet-là, vous comprenez bien que c'est une catastrophe. Les super profits. La taxe d'humain au niveau des entreprises, la lutte contre la fraude, l'ISF climatique, suppression des niches fiscales pour les riches, imposition du capital au même barème que le travail, taxation des plus-values jusqu'à 90% de 400 000 euros, impôt sur la nationalité, donc en gros peu importe où vous êtes sur la planète, vous êtes imposable, droit de succession plafonné à 12 milliards par an, au-delà justement de 12 millions, non, plafonné à 12 millions, au-delà de 12 millions, l'État prend tout. Oui, vous ne rêvez pas. En gros, si vous prenez plus de 12 millions, l'État vous saisit tout vos biens. C'est clairement du communisme, hein, d'accord, c'est vraiment la définition. Donc là, le potentiel maximal, même si ça marche et que ça perdure pendant des années, c'est entre 100 à 120 milliards par an. On rappelle que ça coûte déjà 300 milliards par an, ici. Donc on n'a même pas un tiers, finalement, du budget qui est financé. Bon, on va continuer. Le paradoxe, il est structurel, et vous allez bien comprendre à quel point c'est une catastrophe, et pourquoi c'est économiquement problématique. Taxer fortement le capital, c'est un effet mécanique. On réduit le capital sur lequel on taxe l'année suivante. Donc si vous prenez tout la première année, d'accord, en fait, c'est le phénomène d'érosion de l'assiette fiscale. Les économistes appellent ça la non-advité fiscale. Par exemple, si la succession Arnaud est taxée à 100% au-dessus de 12 millions d'euros, par exemple, l'État il va récupérer 50 milliards une année. Mais l'année suivante, il n'y a plus d'héritiers milliardaires. Donc toutes les autres taxes sur les plus-values, les dividendes, l'ISF, les super-profits reviennent à quasiment zéro par disparition du stock. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous détruisez de la valeur et vous détruisez des milliardaires. Donc en gros, si vous voulez, vous pouvez taxer la première année, mais l'année d'après, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de patrimoine et il n'y a plus de stock. En gros, on compte aussi l'exil qui va augmenter, le capital productif français qui va baisser, le rendement fiscal qui va diminuer au fur et à mesure, et les filles souhaitent taxer un stock qui disparaît mécaniquement quand on applique finalement leurs mesures. Et vous voyez bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Le paradoxe structurel du financement LFI. Et pourquoi encore une fois c'est économiquement problématique ? Taxer fortement en capital, d'accord ? Alors je vous l'ai mis en 2 fois, c'est un peu étonnant. Pourquoi je l'ai mis en 2 fois ? Ah, c'est une erreur, autant pour moi. Donc vous voyez, c'est justement, vous taxez quelque chose qui disparaît l'année d'après. Le mur budgétaire, la BCE, les marchés et l'explosion du coût de la dette. Donc encore une fois, vous voyez que là, on a à peu près 300 milliards de dépenses, d'accord ? 120 milliards de recettes, comme on vient de le calculer. Donc on a un déficit de 180 milliards. Évidemment, c'est un déficit qui s'ajoute au déficit structurel déjà présent en France, donc quasiment moins 150 milliards par an, 6% du PIB actuellement. Donc en gros, si on met en place tout ça dès la première année, voire même dès les premiers 6 mois, il y a plus de 300 milliards qui s'ajoutent, ça pourrait nous propulser à quasiment 10% du PIB. C'est le montant où la dynamique économique bascule. Pourquoi ? Les marchés financiers réagiraient instantanément. La dette française, à peu près 2900 milliards, un peu plus à 3400, est détenue à quasiment plus de 60% par des investisseurs étrangers qui exigent un état stable, une stratégie de remboursement, évidemment, parce que je prête de l'argent pour que vous le remboursiez si justement vous mettez en place des bonnes choses, et un horizon budgétaire prévisible. Or, LFI annonce que rembourser la dette n'est pas une priorité. Oui, c'est bien leur propos. Le déficit explose, l'assiette fiscale riche se réduit mécaniquement comme on vient de le voir, la BCE se retrouve seule pour absorber les obligations françaises. Qu'est-ce qui se passe ? Les taux d'intérêt explosent,
D'accord, comme vous le savez, ça on l'a déjà travaillé, hein, plus la dette est risquée, plus on va demander un gros rendement. Les investisseurs cessent d'acheter de la dette, la France perd l'accès au marché en quelques semaines. On ne peut plus se financer, le pays est à l'arrêt total. D'accord, totalement à l'arrêt tant qu'il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Qu'est-ce qui va se passer? La BCE, elle va mettre en place ce qu'on appelle le mécanisme anti-fragmentation. Pour éviter une crise systémique, la BCE doit acheter massivement des obligations françaises, imprimer potentiellement 500 à 1000 milliards d'euros. Donc qu'est-ce qui va se passer si on imprime 500 à 1000 milliards d'euros? L'euro va légitimement perdre de sa valeur. D'accord? Pourquoi? Parce que l'offre d'euros par rapport à la demande va chuter, mais l'offre va augmenter. D'accord? Personne ne va vouloir d'euros, mais on est obligé d'imprimer pour combler un petit peu tout ça. Mais cet outil est conditionnel. La BCE, évidemment, si elle intervient, elle exige une réduction du déficit, des réformes structurelles, une hausse finalement de l'âge à la retraite. C'est notamment pour ça qu'on a repoussé l'âge à la retraite, ça je vous l'avais déjà expliqué. On ne repousse pas l'âge à la retraite pour faire plaisir, on repousse l'âge à la retraite, parce que justement, y a une grosse problématique, si vous voulez, que les gens ne travaillent pas assez longtemps et qu'il faut pouvoir, on va dire, si vous voulez, convaincre les marchés obligataires de continuer de prêter. C'est exactement ce qui s'est produit en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, j'en passe. Et ça, on en a déjà beaucoup parlé, notamment avec Liz Truss, d'accord, qui avait justement mis beaucoup de dépenses en place, d'accord, alors qu'il fallait plutôt être dans la restriction, et les taux ont explosé de quasiment 1,70 à quasiment 4, d'accord. Donc forcément, c'est très important. Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que si la dette était trop grosse, il suffirait de l'annuler. Ouais, bon, c'est un peu compliqué de dire comme ça. Les créanciers risquent de ne pas être contents. Donc forcément, Mélenchon serait confronté à ce mur européen, exactement de la même manière que l'on en a parlé avec le Rassemblement National. Le point de rupture, ça, c'est une hypothèse. Sortie de l'euro et retour au franc. Attention, c'est un scénario qui n'est pas idéologique. Il est mécaniquement induit par le refus d'appliquer les réformes demandées par la BCE. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On met tout ça en place, on a un déficit qui explose à 10%. Donc évidemment, l'euro tombe, le pouvoir d'achat des entreprises à l'étranger, même le pouvoir d'achat des Français juste pour aller acheter par exemple leur baguette ou quoi que ce soit, il diminue drastiquement. Donc 1 euro aujourd'hui c'est 20 centimes demain. En gros, les prix vont exploser aussi, d'accord? C'est l'augmentation de la masse monétaire, ce qui est normal. Seule option restante, sortir de l'euro pour retrouver une souveraineté monétaire totale. Cela leur permettra évidemment d'émettre leur propre monnaie, d'imprimer pour financer les dépenses, de faire défaut partiellement ou totalement, de convertir la dette en francs, mais ça déclencherait des fuites de capitaux, des contrôles de capitaux, de la dévaluation massive, de l'inflation structurelle et surtout de la perte de pouvoir d'achat ultra rapide. En gros, vous explosez toute l'économie. Il y a 2 scénarios économiques à 5 ans vis-à-vis de ça. Bon, je vous ai mis un scénario très optimiste et un scénario extrêmement pessimiste, mais ce qui est plus cohérent. Premier scénario, plein emploi via la garantie de l'emploi. Bon, là encore une fois, d'après ce que justement LFI nous raconte, et attention, tout ce que je mets là, c'est pas mon avis, le premier, d'accord, c'est ce qui est censé être mis en place de leur part. Bon, plein emploi via la garantie emploi. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est faux, parce que d'un point de vue sociologique, c'est plus intéressant de ne pas travailler que de travailler, d'accord. Retour d'une industrie low cost, chute drastique des émissions de CO2, alors évidemment, il n'y aura plus d'émissions parce qu'il n'y aura plus d'économie, inégalité divisée par 4, niveau de vie type Portugal, Uruguay, dictature du service public dans la sphère culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont l'idée de bannir, entre guillemets, tous les médias qui sont, d'après eux, orientés. D'accord? Donc un travail avec le CSA direct qui se réalise avec le gouvernement. Police renforcée pour la stabilité politique. Fin des ultra-riches. État-providence très généreux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'État qui s'occupe un petit peu de toute la basse-cour. Liberté politique réduite. Alors dans la lignée des libertés politiques réduites, ils souhaitent supprimer tous les extrêmes. Évidemment les extrêmes libérales et les extrêmes, on va dire, plutôt de droite. Donc en gros, le camp du centre et le camp de la droite, il est évincé. Bon, vous imaginez bien que dit comme ça, c'est problématique, et attention, ce ne sont pas mes propos, d'accord, ce sont bien les propos qui ont été déjà évoqués en conférence. Tout ce qui est ici est un résumé, entre guillemets, pour le premier encadré, tout du moins, des propos légèrement plus cadencés de ce qui a été déjà énoncé comme idée. Scénario pessimiste, cette fois-ci c'est moi qui vous l'ai rédigé. Évidemment, stagflation, pauvreté et effondrement institutionnel, inflation évidemment qui exploserait, parce que vous augmentez la masse monétaire en circulation, donc forcément votre monnaie perd de la valeur, donc l'inflation augmente, les prix augmentent, chômage qui exploserait aussi, les gens ne travailleraient pas, 25%, rupture d'approvisionnement, vous pouvez plus justement acheter à droite, à gauche ou quoi que ce soit, donc forcément c'est très compliqué, violence urbaine et politique, puisque les gens seraient en de malheur, seraient, si vous voulez, dans du chômage, n'auraient plus assez de sous, donc forcément tout de suite il y aurait du vol ou des problèmes, répression accrue, impôt confiscatoire totalement inefficace, parce que comme je vous l'expliquais, la première année vous gagnez, la première année, la deuxième année c'est mort, disparition des capitaux privés, récession permanente et déclin institutionnel et isolement,
internationale. Donc forcément, les impacts seraient énormes. Déficit public à plus de 10% du PIB, explosion plus défaut partiel, forte hausse au niveau des taux d'intérêt, perte d'accès au marché. Vous perdez les accès au marché en 2025, c'est très grave. Inflation d'un an, rupture probable évidemment avec l'euro. Court terme, justement, plus, mais à long terme, c'est catastrophique d'un point de vue du pouvoir d'achat. Inégalité, évidemment, ça baisserait parce que cette fois-ci, tout le monde serait pauvre, pour le coup, quand on comprend bien les choses. L'emploi, à court terme, c'est positif, mais à long terme, c'est totalement incertain. Parce qu'en fait, vous cassez toute la machine productive, donc les sociétés ne peuvent plus... S'il n'y a plus de société, on ne peut plus créer d'emploi. C'est important de le comprendre. Compétitivité en baisse, puis hausse via la dévaluation. Investissement privé, évidemment, ça se casse la gueule parce qu'on combat le capital. Transition écologique, forte accélération. Mais bon, au début, mais à la fin, si vous n'avez plus d'argent pour investir, en fait, c'est en stand-by. Stabilité politique très très incertaine. Donc, LFI propose sans doute le programme social le plus vaste et le plus ambitieux de toute l'histoire de la Ve République. Il entraînerait un choc de redistribution colossale, une hausse brutale du niveau de vie des plus modestes à court terme et une transformation immédiate du quotidien des Français. Mais au prix d'une explosion du déficit, d'un bras de fer avec la BCE, d'une probable perte d'accès au marché, d'une sortie quasi inévitable de l'euro, le modèle pourrait déboucher sur une économie planifiée stable mais plus pauvre, l'URSS, ou une crise profonde de type Argentine. Dans les deux cas, le programme LFI n'est tout simplement pas une politique publique, c'est un changement complet de modèle économique, social et monétaire dont les conséquences dépassent largement le cadre budgétaire traditionnel. Et ce qu'il faut saisir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on lit tout ça, on comprend que c'est évidemment pas faisable, sans jugement. D'accord ? En fait, la France, elle n'est plus du tout souveraine, budgétairement parlant. C'est un fait structurel et pas politique. D'accord ? C'est pas du tout une opinion. C'est le fonctionnement même de la zone euro. Et ça, on l'a vu avec le Rassemblement national la semaine dernière. Depuis le traité de Maastricht, puis le pacte de stabilité, puis la création de l'euro en 1999, puis le TGCG, justement, les États ont abandonné leur souveraineté monétaire en échange d'une stabilisation des taux et d'un marché unique financier. Comme j'en ai déjà beaucoup parlé sur Finalogy, il faut imaginer l'Europe comme un pays avec des régions. La France est une région de l'Europe. D'accord ? La France n'émet plus sa monnaie, elle ne contrôle pas sa banque centrale. La banque française, la banque française entre guillemets, est là pour subordonner entre guillemets, donc est là pour entre guillemets compléter un peu la banque centrale. Mais c'est la banque centrale qui décide. La banque ne peut pas dévaluer. La France ne peut pas financer ses déficits par la création monétaire, et la France ne peut pas faire défaut unilatéralement parlant sans exposer à une panique bancaire. D'accord ? La Banque centrale européenne est indépendante, ne reçoit pas d'ordre des États et n'a pas d'électeurs. Elle décide seule de l'achat des dettes publiques, des taux directeurs, de la liquidité des banques et de la gestion des crises obligataires. En gros, tant que la France est dans la zone euro, elle dépend mécaniquement de la BCE pour financer ses déficits. C'est un fait technique, pas un jugement. Donc oui, la France est contrainte d'orienter sa politique économique selon les exigences de Bruxelles et de Francfort, parce que le financement de la dette dépend des marchés, mais évidemment de la Banque centrale européenne. Quand les marchés n'achètent plus de dette française, la BCE devient le seul prêteur avec le FSE, le Fonds de sécurité européen. Et la BCE n'achète pas sans condition, elle exige, impose des réformes structurelles définies avec la Commission européenne, l'Eurogroupe et parfois même le MSE, d'accord ? Donc le mécanisme européen de stabilité. Ces réformes sont toujours les mêmes, et ce depuis 20 ans. Baisse des dépenses, à peu près ce qu'il nous faudrait actuellement. Privatisation, à peu près ce qu'il nous faudrait aussi actuellement. Réforme des retraites, exactement ce qui est mis en place, exactement ce qui a été voulu être tiré par les socialistes et ce qui a été réimposé par le Sénat. Réduction des déficits et flexibilisation du marché du travail. Donc en gros, on permet aux gens de travailler un peu plus facilement, et surtout on ajoute de la compétitivité dans les dépenses sociales par rapport à ce qu'on gagne quand on bosse. Ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, et ce n'est pas idéologique, c'est exactement la mécanique institutionnelle prévue par les traités. Si la France sort de l'Union européenne ou de l'euro, elle perd sa solution de secours, la BCE. C'est là qu'il faut être très clair, factuel et surtout ne pas inventer, d'accord ? Parce que beaucoup de politiques ils disent n'importe quoi. Si la France elle sort de l'Union européenne et elle garde l'euro, ce qui est impensable techniquement parlant, elle n'a pas accès aux mécanismes économiques de stabilité, pas accès au programme d'achat d'urgence, donc avec l'outil anti-fragmentation, elle n'a aucune garantie de la BCE. Donc les taux, ils explosent, c'est une crise, restructuration de la dette, et on n'a pas le choix de trouver un sauveur, d'accord ? Si la France sort de l'euro, alors la BCE cesse immédiatement de refinancer les banques françaises, la BCE cesse immédiatement d'acheter la dette française, les banques françaises perdent leur ligne de refinancement, la France perd l'accès justement au système Target 2, ça c'est autre chose, c'est un peu compliqué à comprendre, la dette justement en euros devient impossible à rembourser, et il faut recréer une monnaie, dévaluation, inflation, panique bancaire, d'accord ? Donc vous voyez bien à quel point c'est quand même très compliqué. Donc sur le fond, politiquement parlant, en fait, la France, elle a perdu sa souveraineté monétaire. Elle doit ajuster ses politiques et, entre guillemets, être en accord avec Bruxelles et Francfort. Sortir de l'euro, entre guillemets, ça supprime la solution de secours de la BCE, de la crise obligataire et de la dévaluation massive.
Maintenant, c'est vrai que souvent, moi je le dis en conférence, et même en dehors de ces conférences dans cette école et dans d'autres, et là où je peux être invité, souvent j'explique que la France elle obéit à Bruxelles. On m'a déjà repris, on m'a dit que c'était caricatural et politiquement chargé. La formulation correcte, politiquement, c'est la France n'est plus financièrement autonome dans un système où elle dépend d'une banque centrale qu'elle ne contrôle pas. La souveraineté monétaire a été transférée à la BCE, donc la souveraineté budgétaire est mécaniquement contrainte. L'euro n'est pas seulement une monnaie, c'est une architecture financière qui oblige les États à rester crédibles pour conserver l'appui de la BCE. En gros, la France obéit à Bruxelles et au marché financier. D'accord ? Voilà pour cette première partie. En tout cas, ce qui peut concerner le programme justement de LFI, la France Insoumise. Vous comprenez bien que c'est très problématique, ok, quand on arrive à cette conclusion-là. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, ok, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire de la finance et de l'économie. Mais vous voyez bien que c'est absolument intenable, d'accord, c'est pas du tout mettable en place. Si par exemple on n'avait pas de déficit ou qu'on avait des grosses recettes et qu'on avait un excédent budgétaire et que potentiellement ça pouvait rentrer, ça pourrait fonctionner potentiellement. Mais en fait, certaines choses fonctionneraient, mais d'autres choses viendraient, si vous voulez, faire dérailler ce fonctionnement, notamment tout ce qui peut concerner, si vous voulez, les taxes sur le capital, sur l'investissement privé, et notamment, si vous voulez, les taxes sur tout ce qui peut aussi concerner, comment je peux dire, comment on dit, la taxe sur, décidément, j'ai un petit peu de mal à retrouver mes mots, sur les héritages, d'accord, parce qu'en fait vous détruisez le capital et le stock qui peut être mettable en place. Bravo pour cette analyse impartiale. Écoutez, merci beaucoup. On essaiera la semaine prochaine, si je le peux, parce qu'il faudrait que je le retrouve, le programme justement du centre, ok, centre gauche, centre droite, parce que ce soit un petit peu tous d'accord, pour essayer de comprendre un petit peu quel est le meilleur. Mais vous voyez bien que finalement, LFI, bon, c'est totalement, c'est utopique, d'accord. Ça se demandait si justement il n'y a pas une suridée politique au-delà de tout ça. Le programme du Rassemblement national, c'est pas si mauvais que ça, mais on voit bien qu'il y a beaucoup trop de dépenses par rapport à la réalité budgétaire de la France. Donc on essaiera de comprendre si le centre cette fois-ci est meilleur ou pas. Mais bon, comme on l'avait déjà travaillé il y a déjà un moment, le centre était déjà beaucoup plus pro-business, même si c'était le pire des moins pires quelque part, et c'était ceux qui avaient, on va dire, le plus d'accord avec Bruxelles, et évidemment le fait aussi de ne pas faire grand chose, parce que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir comprendre. En réalité, ce que cette analyse met en lumière, ce n'est pas seulement ce que ferait un programme politique particulier, mais quelque chose de beaucoup plus profond, les limites structurelles dans lesquelles évoluent aujourd'hui les États européens, et notamment la France. Nous avons vu qu'un programme très ambitieux peut transformer le quotidien de millions de personnes, mais qu'au moment où il est impliqué finalement dans la structure, dans le moteur de la voiture française, il se heurte immédiatement à 3 contraintes incontournables. L'état actuel des finances publiques, la dépendance au marché financier et surtout l'architecture institutionnelle de l'Europe. Peu importe la couleur politique, ces contraintes s'appliquent à tout gouvernement, qu'il soit de gauche, de droite ou même révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi tant de promesses de campagne, qu'elles soient entre guillemets de droite ou de gauche, finissent par fortement être révisées une fois confrontées au réel. L'objectif de cette vidéo n'était pas de juger l'ambition d'un programme, mais de comprendre le monde dans lequel il devrait venir s'insérer. Et ce monde finalement impose des arbitrages, des compromis et parfois même des renoncements. Finalement, l'enjeu dans les années qui viennent sera peut-être, on va dire, de moins savoir quel est le programme qui l'emportera, mais plutôt de savoir comment la France, elle peut renouer avec une forme de souveraineté économique suffisante pour retrouver des marges de manœuvre, quelles que soient les orientations démographiques choisies par les électeurs. Merci d'avoir suivi ces analyses et ces conférences privées. Je vous invite à liker, vous abonner, à commenter. Si vous voulez accéder à la totalité des conférences où je vais beaucoup plus dans le détail, je vous invite à me contacter directement en privé, que ce soit sur Discord ou dans le mail qui est directement en description. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble un autre scénario. Salut tout le monde, ciao ciao.